ישראל היא מדינת חוק. כל מי שיפר את החוק ייענש בחומרה. אנחנו לא נסבול לא הפרות סדר, לא התפרעויות. I think that Jerusalem could show to the rest of the world that coexistence is possible. And this is, I think, the challenge for all of us, to show that Jerusalem can be shared. Lundi 10 novembre 2014, bonjour à tous, on se réveille en douceur ce matin sur i24 News, c'est l'heure de votre morning dont voici les titres. La vague d'émeutes se répand dans tout le pays. Hier soir, dans la ville arabe de Taïbé, un habitant de Netanya qui passait par la route principale a été arrêté par des émeutiers qui l'ont sorti de force de sa voiture avant d'y mettre le feu. Le fossé est encore important, c'est en ces termes que Barack Obama a décrit hier les négociations en cours entre Washington et Téhéran autour du programme nucléaire iranien. Par ailleurs, selon des sources iraniennes, Washington et Téhéran seraient en phase de renouveler leurs relations diplomatiques au point mort depuis 35 ans. Et puis enfin, la chute du mur de Berlin, 25 ans après, les Berlinois célèbrent en grande pompe. On se rendra sur place avec notre envoyé spécial, Julien Balloul. Voilà, mon rejoint sur ce plateau ce matin, Ali Waked. Bonjour Ali, bonjour, vous êtes consultant i24 News et spécialiste du monde arabe et musulman. Yohanan Manor, bonjour. Vous êtes orientaliste et politologue. Et puis Cyril Amar, bonjour. On va commencer avec vous, avec la revue de presse. Les journaux israéliens font ce matin leur gros titre, évidemment, sur l'embrasement de la situation dans les villes arabes, Cyril. Oui, à l'unanimité. Émeutes, pneus brûlés et arrestation à Kfar Kana. Voilà donc le titre choisi par le site d'information israélien en langue arabe Panet, qui relate ce matin très largement la colère qui s'étend, vous l'avez dit depuis hier, à l'ensemble des localités arabes israéliennes. La rue arabe est furieuse, titre de son côté le quotidien, un grand tirage israélien, Yediot Aharonot, qui publie en une cette image barrée du titre, la contestation des pierres. On y verrait presque un cliché de l'intifada, et pourtant, cette photo n'a pas été prise à Ramallah ou à Hebron en Cisjordanie, mais bel et bien à Kfar Kana. Ça se passe en plein cœur donc de la Galilée en Israël. Alors il s'en est fallu de peu, nous explique le quotidien gratuit Israël Hayom, pour que ce juif israélien de 41 ans soit littéralement lynché. Ça s'est passé hier dans la localité arabe de Taïbé, alors qu'il rendait visite à des amis. Moshe German, 41 ans, a été roué de coups par des hommes cagoulés. Son véhicule incendié, Moshe German sauvé in extremis par des habitants arabes de Taïbé, il faut le préciser. Alors les journaux reviennent sur l'incident de samedi. Était-ce une légitime défense ou une bavure policière? On en jugera par nous-mêmes ce matin en découvrant dans les colonnes du Haaretz les consignes précises de tir données aux policiers israéliens. Le journal de gauche Haaretz qui regrette qu'en 2013, les policiers responsables de la mort d'un arabe à Tira, cette fois-ci, n'ont jamais été présentés à la justice. Et sur une note plus optimiste, Éléonore, dans un climat interconfessionnel, vous l'aurez compris, qui est tendu, juifs et arabes, c'est possible autrement, écrit le Yediot Aharonot, même quand le racisme relève la tête. Il y a en Israël des juifs et des arabes qui prouvent que la coexistence dans les affaires, c'est bel et bien une réalité. C'est le cas notamment de Neta et Ahmed, qui sont patrons d'une maison d'hôtes en Galilée, de Sweetat et de Zif, qui ont ouvert une gelateria dans le nord, ou encore Michel, une gelateria, comment on dit ça, une glacerie, un glacier. Voilà, un glacier. Et enfin Michel et Idan, qui sont patrons du petit café, qui est pas très loin d'ici, pas loin de nos studios à Jaffa, qui s'appelle le café Yafa, à quelques mètres d'ici de notre joli port. Oui, donc une coopération possible. J'aimerais qu'on revienne juste un instant sur l'événement d'hier à Taïbé, ce lynchage, ce presque lynchage. Est-ce que on peut dire que la situation échappe complètement à la police et aux autorités israéliennes? Non, je ne pense pas qu'elle échappe. C'est les phénomènes qu'on a connus malheureusement dans des vagues précédentes de violence entre Arabes et Juifs ici à l'État d'Israël. Je tiens à mentionner, Eleonore, qu'on a un collègue ici qui travaille avec nous sur i24 qui a participé au sauvetage de ce conducteur juif qui était présent. Il est originaire de Taïbé. Donc il y a aussi des signes positifs. Le fait que certains citoyens de Taïbé ont défendu, ont protégé de leur corps sur le
risques ont protégé bien sûr, les citoyens arabes de la ville de Taïbé. Oui, mais encore, c'est vrai que ça fait la une des journaux, mais si on compte, à Taïbé c'était quelques dizaines, à Kfar Kana c'était quelques dizaines, à Wadi Ara c'était quelques dizaines, on parle de quelques centaines, voire au maximum quelques milliers qui participent à ces manifestations ou à ces actes de violence. Quelques centaines, quelques milliers sur 1,6 million de citoyens arabes de l'État d'Israël. Donc finalement, ce n'est pas un embrasement à contrôler, Yochanan Manor. Oui, je pense que les titres que vous avez évoqués sont excessifs. Je pense que mon collègue a tout à fait raison. Mais je voudrais revenir une seconde sur l'incident lui-même. Parce que ce qui paraît évident allait de soi, notamment vu les films qui ont été projetés de l'incident, peut s'avérer tout à fait différent. Donc il faut, bien sûr, les gens qui sont dans l'émotion, c'est difficile. Vous parlez du film de vendredi soir, oui. du film du jeune Palestinien qui a été tué par les forces de la police et dont la police a relayé d'ailleurs ce film, cette vidéo. Oui. Donc ne Pourquoi? pas s'appuyer seulement sur cette vidéo. Par exemple, l'oncle de la personne qui a été tuée a dit qu'il y avait eu 6 impacts de balles. Or, il s'avère qu'il n'y en a eu qu'un seul, du moins c'est ce que l'avocat a dit hier, et c'est effectivement la confirmation de ce matin de l'analyse pathologique. Donc déjà ça c'est différent. Donc il faut, c'est difficile dans l'état d'émotion dans lequel on se trouve, mais il faut attendre pour avoir une information réelle, qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est possible qu'il y ait eu une bavure, c'est possible qu'il y ait une perte de sang-froid, c'est possible que non, c'est possible qu'il y ait eu une situation, il faut attendre. Bon, et la chose importante que je voulais souligner, c'est que rien de comparable à ce qui s'est passé il y a 14 ans. Il y a 14 ans, il y avait eu 13 tués dans les incidents, dans les affrontements. Et la commission qui avait été créée à cette occasion, la commission Or, avait critiqué le comportement de la police. Et à la suite de ça, de nouvelles instructions avaient été données pour que la police se comporte d'une manière conforme à la loi, c'est-à-dire qu'elle se maîtrise et qu'elle ne réagit pas de manière instinctive. Et ça a donné des effets. On le voit, parce que malgré tout, il y a quand même moins de heureusement. Il y a aussi autre chose, c'est que le rapport Or mettait en cause également le comportement du leadership palestinien à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'il a un comportement un peu différent. Il y a moins de gens qui mettent de l'huile sur le feu et d'autres qui essaient au contraire de calmer le jeu. On va revenir justement sur ces consignes et sur le comportement dans un instant, mais j'aimerais qu'on continue juste à Gaza, puisqu'après devaient se tenir les commémorations du 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat qui ont été annulées, hein, Cyril. Ouais, c'était la première fois depuis la prise du pouvoir du Hamas en 2007 que la cérémonie devait se dérouler dans la bande de Gaza. Eh bien, ce sera partie remise puisque selon le quotidien Al-Quds, proche du Fatah, eh bien, le Hamas n'est pas en mesure de garantir la sécurité des célébrations. Trop dangereux donc, mais le Hamas, lui, s'en défend. Le porte-parole du Hamas, cité par le site d'information Palestine, lui, indique que ce sont les tensions intra-palestiniennes et le fait que le personnel de sécurité n'a toujours pas perçu de salaire depuis la formation du gouvernement d'union. Eh bien, c'est cela qui serait à l'origine de l'annulation. Il faut dire que les deux grandes factions palestiniennes peinaient déjà à s'unir pour honorer la mémoire du Raïs, puisque la réconciliation qui est déjà précaire eh bien, avait été mise à mal vendredi, lorsque vous vous en souvenez, une série d'explosions avait visé vendredi donc les maisons de certains cadres du Fatah à Gaza. Allez, on va refermer cette revue de presse avec l'éphéméride du jour. C'était il y a 39 ans, Éléonore, jour pour jour, le 10 novembre 1975, que vous savez, Ali, Monsieur Manor, peut-être vous vous souvenez de ce qui s'était passé il y a le 10 novembre, il y a 39 ans. Eh bien, c'était l'Assemblée générale des Nations Unies qui adoptait une résolution et qui assimilait le sionisme à une forme de racisme et de discrimination raciale. Alors, sur cette image qui est publiée ce matin par l'Israël, on voit Chaim Herzog, qui deviendra plus tard le président de l'État d'Israël et qui était l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui déchire tout simplement en public cette déclaration pour marquer la forte protestation de l'État d'Israël. Et il faudra, vous en souvenez, attendre 1991 et David Lévy pour que la résolution soit révoquée. Merci beaucoup Cyril Amar. Je rappelle qu'on peut vous retrouver tous les mardis soirs sur i24 News pour votre émission Focus, donc à ne pas rater demain soir. Alors les émeutes ont redoublé d'intensité, on vous le disait, suite à la mort de ce jeune Palestinien tué par des balles israéliennes. Une enquête est désormais en cours. Notre envoyé spécial, notre reporter Maël Benoliel est allé sur place. Il a recueilli des témoignages, notamment du père de ce jeune Palestinien. On regarde ce reportage, on en parle juste après. L'entrée du village bloquée par la police d'un côté et de l'autre par les manifestants qui semblent vouloir en découdre avec les forces de l'ordre.
Au lendemain des funérailles du jeune Khaïr Hamdan, tombé sous les balles de la police israélienne la veille, la tension est bien présente à Kfar Kana, village arabe du nord d'Israël. Pour la famille du défunt qui demande justice, le choc a laissé place à l'incompréhension. C'est un acte barbare, un acte inhumain. Ce qui s'est passé avec mon fils vendredi était une exécution sommaire. Une scène filmée par les caméras de surveillance de ce magasin. On y voit le jeune Khaïr se précipiter sur la voiture de police avec un objet à la main, un couteau d'après les forces de l'ordre. Les policiers sortent de la voiture et ouvrent le feu. Khaïr tombe au sol atteint par 2 balles. Encore vivant, il est traîné puis embarqué dans le véhicule de la police. C'est précisément à cet endroit que la police a ouvert le feu sur le jeune Khaïr Hamdan qui décédera des suites de ses blessures quelques temps plus tard à l'hôpital. Une scène filmée par les caméras de surveillance de ce magasin juste derrière moi et des images qui discréditent la thèse de légitime défense avancée par la police. Au cœur de cette affaire, une unité spéciale de la police, responsable de la sécurité et de l'ordre de cette ville. Ces jeunes témoignent de leur méthode. Le Yassam est connu chez nous, ce sont des criminels. Ils se défoulent sur nous. Ça fait 3 ans que cette unité est là et qu'elle abuse de ses pouvoirs. C'est cette caméra qui pose problème à la police aujourd'hui. Là, ils ne peuvent plus continuer de mentir. Le peuple d'Israël est un bon peuple, bien éduqué. Mais le problème, c'est la police. Ce sont des brigands et c'est ça notre plus grand problème. Des propos que ne confirme pas le maire de cette ville israélienne de 20 000 habitants, des Arabes israéliens pour la plupart. Malgré la tension de ces dernières semaines et la possibilité de voir éclater une 3e intifada, le maire préfère en appeler au calme. C'est même lui qui a souhaité mettre en place une grève générale en guise de protestation pacifique et de deuil. C'est quelque chose d'inhabituel et d'extrêmement grave. La police est là pour défendre les citoyens. Et là, elle tue un citoyen israélien en règle. C'est une honte pour Israël, pour tous ses habitants. Cela restera comme un point noir dans l'histoire d'Israël. La grève est un moyen de garder le calme. Aujourd'hui, tout le monde reste chez lui pour se recueillir et pour faire un examen de conscience. La police a confirmé avoir ouvert une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident. Un incident qui pourrait se révéler être une bavure et l'étincelle qui risque d'embraser toute la région sur fond de violences quotidiennes ces dernières semaines à Jérusalem et en Cisjordanie. Les jeunes de Kfar Kana, en tout cas, semblent prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que justice soit faite. Ça se développe pendant l'explosion. Alice, c'est une simple bavure policière qui a mal tourné ou c'est plus que ça ? C'est une simple bavure, mais qui s'est passée sur une terre qui était fertile à ce genre de protestation dans le milieu arabe. Si on prend par exemple la ville de Kfar Kana, Éléonore, vous savez que le tiers de terre de la ville de Kfar Kana, du village de Kfar Kana, ont été confisqués pour la construction de la ville juive de Nazareth Illit. Ça, c'est un. 2. Si on regarde le taux de chômage à Kfar Kana, j'imagine, il est pareil comme le taux de chômage arabe israélien en général, il est le double de celui le général. Si on regarde le salaire d'un arabe moyen ou d'une famille moyenne, c'est exactement 50% du salaire général dans le pays. Et donc sur ces données, ce n'est pas une surprise que quand il y a un incident qui fait éclater, mais c'est vrai que l'ambiance... Donc c'est une protestation socio-économique, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Oui, mais quand les gens ils voient ce qui se passe dans les mosquées, on ne peut pas détacher les Arabes israéliens. Les Arabes israéliens sont des Palestiniens. Les Arabes israéliens sont en majorité, 80% d'entre eux sont des musulmans. Quand ils voient ce qui se passe sur l'esplanade des mosquées, on ne peut pas détacher tout, mais au fond, c'est avant tout, c'est le social qui dominait. Une petite remarque sur le lynchage qu'on a vu à Taïbé. Vous savez, dans les pages internes des journaux israéliens, on a vu ces dernières semaines des incidents pareils qui ont eu lieu à Jérusalem, quand des Juifs ont attaqué des conducteurs, des chauffeurs palestiniens de Jérusalem Est. Ça n'a pas eu cet écho parce que le contexte était moins violent. On était dans une vague qui était beaucoup plus simple que celle qu'on témoigne aujourd'hui. Mais il faut qu'il y a
un programme de l'État d'essayer de construire une société israélienne dans laquelle la minorité arabe, 1,6 million de citoyens arabes, fasse partie de cette société. Mais alors comment J'ai une explication un petit peu différente. C'est-à-dire que l'aspect socio-économique est toujours à l'arrière-plan. C'est vrai qu'il y a des différences encore. Elles se sont un peu réduites, mais elles existent encore. Mais je pense qu'il y a un autre aspect. Il y a un contexte qui est un contexte qui pousse à l'embrasement. Il y a des facteurs qui veulent l'embrasement. Il y a au moins 3 ou 4 facteurs et qui ne baissent pas les bras et qui font tout pour que chaque incident devienne pour vous, c'est explose. instrumentalisé, c'est organisé ce qui est en train de se passer, c'est pas juste des protestations spontanées c'est moins simple que ça, parce qu'il y a différents types de comportements. Il y a des choses qui sont instrumentalisées. Il y a des choses qui... Les manifestations hier qu'on a pu voir dans différentes universités, que ce soit à Haïfa. Oui, ce sont des cellules qui appartiennent à un parti, à un mouvement. Je pense qu'il y a 4 facteurs qu'il faut tenir compte. D'abord, il y a le Hamas. Le Hamas, on a évoqué tout à l'heure le conflit avec le Fatah. Et il devait y avoir un accord, et l'accord ne se le fait pas. Le Hamas continue à avancer ses pions. Il est présent dans l'opinion, il essaie d'agir, il essaie de tirer, il essaie de profiter le monde. Vous pensez que le Hamas a une part de responsabilité dans l'embrasement de cette situation ? Il n'y a pas que le Hamas, il y a aussi le mouvement islamique en Israël. Lui aussi, l'élément essentiel de son activité politique, c'est le monde du temple. Ça a toujours été. Là, c'était une occasion idéale pour de nouveau embraser les choses. Ils n'y arrivent pas. Ni le Hamas, ni le mouvement islamique. Il y a encore d'autres facteurs. Le facteur, et ça, on arrive à des choses qui inspirent plutôt. C'est ce qui se passe dans la région. Il y a beaucoup de gens il n'y a pas de parti Daesh, mais il y a des gens qui s'affilient ou qui s'identifient avec Daesh. Monsieur Manor, vous avez mentionné tous les facteurs qui sont hors des autorités israéliennes. Par exemple, le fait que le Premier ministre, au lieu d'essayer de calmer la situation, il menace de tirer la citoyenneté. Quand monsieur Lieberman, le numéro 2 au sein du gouvernement, presque tous les matins, il se réveille, il dit qu'il faut conditionner la citoyenneté arabe à la loyauté des Arabes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que les Arabes prêtent serment tous les matins au drapeau israélien et à l'hymne national israélien et aux symboles sionistes qui n'ont rien à faire avec les citoyens arabes de l'État d'Israël. Et je tiens à rappeler que depuis la création de l'État d'Israël, il s'agit de quelques dizaines d'Arabes israéliens, quelques centaines tout au long de ces 60 et quelques années de la création de l'État d'Israël, que des Arabes israéliens ont été arrêtés pour des actes anti-israéliens ou pour des actes terroristes violents contre l'État d'Israël. Dans les prisons israéliennes, il n'y a pas plus que quelques dizaines d'Arabes israéliens qui sont en prison. Alors là, je suis d'accord avec vous. Allez, j'aimerais juste qu'on revienne sur ce que vous venez de dire. C'est la politique de main de fer de Benyamin Netanyahou et du gouvernement israélien qui, pour vous, a embrasé cette situation. Mais il y a tous les matins des lois. Est-ce que vous saviez, Eleonore, que l'âge de la rentrée dans les facs de médecine ont été augmentés pour baisser le nombre d'étudiants arabes, parce que les Arabes ne font pas les 3 ans de service militaire. Donc, le gouvernement a décidé d'augmenter. J'imagine qu'il y a aussi des raisons professionnelles. La rentrée dans des facs de médecine ne peut pas se faire à l'âge de 18. C'est discutable, ok? Mais l'âge a été augmenté pour essayer d'équilibrer le fait que pendant les 3 ans qu'ils ne font pas l'armée, il y a de plus en plus de jeunes arabes qui vont à l'université. Mais il y a toute une série de lois qui visent la minorité arabe, qui envoient un message à la minorité palestinienne arabe, citoyens d'Israël. Vous ne faites pas partie de ces collectifs israéliens. Donc il y a 2 tendances. Il est temps de décider. Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État d'Israël veut faire intégrer ces 1,6 million d'Arabes, ou est-ce qu'on veut les envoyer dans les bras du Hamas et des autres éléments nationalistes? Entre justement cette minorité arabe israélienne et le gouvernement israélien, vous êtes d'accord? Non, je pense qu'il y a 2 aspects très différents. D'une manière générale, le changement de fond fondamental en Israël, c'est que la majorité des Arabes d'Israël veulent s'intégrer. Ce n'était pas le cas dans le passé. Et la réponse du gouvernement israélien, elle est mitigée. Parfois, elle encourage, parfois, elle prend des mesures qui sont un message tout à fait différent. Donc là, je rejoins mon collègue sur ce point-là. Mais d'une manière générale, la tendance de fond dans la population arabe d'Israël, c'est au contraire de s'intégrer. C'est nouveau. Et ça enrage beaucoup de facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure.
le mouvement islamique, par exemple, ou les gens qui sont les représentants officiels élus à la Knesset du secteur arabe, ils n'ont souvent pas cette tendance-là parce qu'ils ont misé sur la carte palestinienne pour disons, se poser sur la scène politique israélienne. On a quand même l'impression qu'ils sont déchirés justement entre cette volonté de s'intégrer et puis là dernièrement leur appartenance à une identité palestinienne. La majorité n'est pas déchirée, mais il y a des gens qui, dans ce contexte-là, mettent de l'huile sur le feu. Ça exprime quelque chose. Il y a une tension, c'est évident. Mais vous avez évoqué tout à l'heure la coopération sur le plan économique. Mais il y a d'autres facteurs, comme par exemple, il y a les Arabes d'Israël, maintenant, participent sur le plan du service civique. Même certains sur le plan du service militaire. Ce sont des facteurs. Le gouvernement israélien ne répond pas suffisamment à ces attentes. Il y a du vrai dans cela. C'est insuffisant. Et au contraire, parfois, on envoie des messages tout à fait à l'opposé, parce qu'à cause de compétition politique au sein du Likoud, par exemple, et par rapport à d'autres partis à la droite du Likoud, au contraire, on fait la surenchère, ce qui est vraiment... La récupération politique, oui. d'ailleurs, très souvent. Justement, on va parler tout de suite de ces réactions des quatre coins de l'échiquier politique, les réactions de Benyamin Netanyahou, mais aussi de Yair Lapid. Pour le Premier ministre israélien, il faut durcir encore la sécurité et sanctionner les émeutiers, et aller même jusqu'à leur retirer leur nationalité israélienne. On voit tout de suite ce reportage de Léa Berdugo, on en parle juste après. Benyamin Netanyahou hausse le ton. L'objet de sa colère, les manifestations organisées dans le secteur arabe israélien ce week-end et les débordements qui ont suivi. Une flambée de violence déclenchée par la mort d'un jeune arabe israélien tué par la police. Mais pour le Premier ministre, certaines limites ne doivent pas être franchies. Israël est un État de droit. Celui qui enfreint la loi sera puni sévèrement. Nous n'accepterons pas de désordre, ni d'émeutes, et nous agirons avec fermeté contre les lanceurs de pierres, de cocktails Molotov, de pétards, contre ceux qui bloquent les routes et même contre toute manifestation qui appelle à notre destruction. Benyamin Netanyahou envisage même une mesure choc, la possibilité de retirer la nationalité à ceux qui appellent à la destruction d'Israël. Mais au gouvernement, tous n'ont pas le même discours. Le ministre des Finances, Yair Lapid, a appelé Benyamin Netanyahou à apaiser les tensions. Il faut enquêter sur ce qui s'est passé là-bas. Le secteur arabe est en détresse. Les ministres, les membres du gouvernement, les députés doivent faire baisser les tensions au lieu de les attiser. Les représentants du secteur arabe israélien crient à la discrimination. Le député Ahmed Tibi affirme que si c'était un juif, on ne lui aurait pas tiré dessus. Il s'agit d'un meurtre, a-t-il dit, car les policiers n'étaient pas en danger. Dans les rues de Shafaram, la colère est grande. On est convaincu qu'il s'agit bien d'un crime. Ils ont vu l'enfant se faire tuer. À mon avis, personnellement, il a été assassiné de sang-froid. Il n'y a pas eu de tir de sommation. Ils n'ont pas tiré vers les jambes. Dans ce contexte, les Arabes israéliens ont marqué une journée de grève dans toutes leurs localités pour protester contre la mort de Keir Hamdan. Et les affrontements se poursuivent avec la police. Des accrochages ont éclaté lors de manifestations dans le nord du pays. Ali, j'aimerais qu'on revienne sur cette déclaration de Ahmed Tibi, député israélien. Si c'était un juif, ça ne se serait pas passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi j'ai regardé hier le Facebook et Twitter, et les tweets que j'ai vus par exemple des jeunes arabes qui mentionnent le nombre de fois que des soldats israéliens ont été rentrés dans des postes illégaux en Cisjordanie, des postes juifs illégaux, essayer d'évacuer les citoyens, le feu qui leur a été tiré, les pierres, etc., les pneus de voitures qui ont été déchirés par les colons, et personne n'a été touché, même pas blessé. 1. 2. Est-ce que la maison de ce policier va être démolie comme les maisons des Arabes qui tuent des Juifs? Donc la double mesure là, les citoyens arabes sont en train de la suivre avec vraiment beaucoup d'attentes, et c'est le temps du gouvernement de voir est-ce qu'il y a cette double mesure. Et quand M. Netanyahou parle de retirer la citoyenneté et de renforcer la sécurité, est-ce qu'on traite 1,6 million de citoyens seulement par l'angle sécuritaire et non pas par l'angle civil? Comment est-ce qu'on intègre cette minorité? Vous savez, Eleonore, il y a presque 1 ou 2 zones industrielles dans les localités arabes. Il y a 103 ou 106 localités arabes. Il y a 0 endroits de travail qui sont créés tous les ans. Ce sont des données que le gouvernement doit traiter et non pas se réduire aux déclarations politiques qui plaisent à l'extrême droite.
Yochanan Manor, de poids, de mesure pour les Arabes et pour les Arabes et les Juifs israéliens en Israël? C'est comme ça que ça apparaît aux yeux de citoyens arabes israéliens. Et c'est faux? Je ne peux pas dire que ce soit faux parce que il y a des... Disons, dans l'ensemble, il s'avère qu'il y a le traitement, mettons, des incidents en Judée-Samarie et ne paraît pas aussi rigoureux, aussi strict. Et donc, de ce point de vue-là, il y a matière. Et je pense que la revendication de respecter la loi et d'un traitement égal est une bonne revendication. C'est ça qui doit nous permettre à la société israélienne de sortir de ces problèmes. Mais il faut aussi savoir se critiquer. Et regardez, quand est-ce que... La commission OR que j'ai évoquée tout à l'heure, elle avait justement fait un pas dans cette direction-là. Peut-être qu'il faut aussi faire le point aujourd'hui pour voir l'ensemble de la situation. Oui, c'est important qu'on puisse manifester et pas se faire tuer. Et c'est important que chacun puisse avoir les mêmes droits, être respecté de la même manière. C'est parfois difficile. Il y a aussi l'atmosphère générale, l'atmosphère politique. Il y a le clin d'œil qui est donné par certaines personnalités politiques. Il y a aussi des personnalités politiques qui s'opposent à ça. Il y a aussi des dirigeants dans des villes arabes qui s'opposent à ça. Pas vers cette communauté arabe israélienne. Un petit exemple de la ville de Jaffa. Les mêmes éléments qui veulent mettre le feu, l'huile sur le feu, existent là, par exemple, dans cette petite ville de Jaffa. Mais l'attitude de la police, l'attitude du maire de Tel Aviv, fasse de sorte que les élus arabes de la ville de Jaffa, les militants, les activistes sociaux comprennent qu'il y a ici une attitude différente, comprennent qu'il y a ici un autre côté juif israélien officiel qui veut calmer, qui veut ouvrir un dialogue avec la communauté. C'est pas ce qu'on entend dans les réactions du gouvernement israélien. Exactement. Quand il y a une attitude différente, cette fois-ci c'est sur la base locale, mais on peut adopter ce modèle de la ville de Jaffa parce que les éléments des deux côtés, juifs et arabes, qui veulent mettre l'huile sur le feu, il existe là. Mais pourquoi est-ce que la situation reste calme? Parce qu'il y a des éléments pragmatiques au sein de la communauté arabe et au sein du pouvoir local et de la police locale qui font tout pour essayer de calmer la situation et de créer et de penser sur de projets de logement, etc. Merci beaucoup. Merci Ali Waked. Yochanan Manor, vous restez avec nous. Dans un instant, on n'a plus le temps, mais on y reviendra dans un instant sur les procédures en cas d'émeute et comment les policiers doivent-ils réagir. Restez avec nous. Un journal tout de suite, on revient dans quelques minutes. Sur le plateau du Morning, il est 8h42 à Tel Aviv. Bonjour à tous, nous sommes toujours en compagnie de Yochanan Manor, orientaliste et politologue, de Cyril Amar et de Raphaël Yerushalmi qui vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Alors, on va commencer par vous, Cyril Amar, à parler de cette minorité arabe israélienne encore très méconnue. Elle représente 20% de la population israélienne, soit 1 600 000. Alors, qui sont-ils exactement, Cyril Amar? Alors, arabes israéliens, arabes de 1948, arabes de l'intérieur ou encore palestiniens d'Israël, vous l'aurez compris, Léonore, la première difficulté consiste d'abord à bien nommer la plus grande minorité d'Israël qui représente, vous l'avez dit, donc un peu plus de 20% de la population totale, soit environ 1 600 000 personnes. Alors, qui sont les arabes israéliens? Ce sont les descendants des quelques 160 000 arabes qui demeurent dans les frontières de l'État d'Israël au lendemain de la signature des accords de Rhodes, c'est en 1949, et ces accords qui mettent fin à la première guerre israélo-arabe. Alors, où vivent-ils les Arabes israéliens? C'est une minorité qui est territorialement compacte, puisque 80%, on le voit sur cette carte, 80% d'entre eux vivent en Galilée, dans la région dite du triangle du Meshoulash. C'est une concentration de villes, de villages arabes qui est proche de la ligne verte. Donc 80%, la majorité de la minorité arabe israélienne. C'est là où se trouve la ville de Taïbé. De Taïbé, de Kfar Kana et de Wadi Hara, etc. Donc toutes les grandes localités israéliennes où vivent donc 80% de ces Arabes israéliens. 10% des Arabes israéliens vivent dans
dans des villes mixtes judéo-arabes, je pense notamment à Haïfa, à Ramleh, à Lod ou encore à Nazrat. Et enfin 10%, ce sont les Bédouins d'Israël qui vivent dans la région donc désertique du Negev dans le sud d'Israël. Alors ils sont homogènes donc au niveau territorial, c'est une population homogène, mais au niveau confessionnel, alors la grande majorité est sunnite, sont des musulmans sunnites, 83% des Arabes israéliens sont des sunnites, environ 10%, entre 9 et 10% des Arabes israéliens sont chrétiens, et enfin 8% sont des druides. Bon, voilà pour les caractéristiques démographiques. Alors qu'en est-il de l'intégration justement de ces Arabes israéliens? C'est de ce dont on parlait en première partie, une volonté d'intégration qui est souvent déchirée avec justement cette double appartenance à une identité arabe et palestinienne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, Yochanan Manor, justement pour aider cette communauté arabe israélienne à mieux s'intégrer dans la société israélienne? Tout d'abord, on peut constater qu'elle est déjà en voie d'intégration, ce qui est un changement très important par rapport au passé. Dans le passé, il y avait une réticence, elle était sur la réserve, elle hésitait. En tous les cas, ses dirigeants ne voulaient pas, elle voulait qu'elle s'identifie comme palestinienne, principalement, pas comme israélienne. Or, aujourd'hui, la tendance, elle est dans cette direction-là. Et c'est intéressant que la majorité, justement, évolue dans le sens de vouloir s'intégrer à la société israélienne. C'est un phénomène intérieur qui est venu je dirais, de l'intérieur même de la population arabe d'Israël. Vous diriez que les Arabes... À 66, rappelons quand même que la population arabe israélienne avait été placée sans embâche sous administration militaire de 48 à 66. Pas toutes, mais celles qui se trouvaient le long de la ligne de démarcation. C'est exact. Jusqu'en 65, elle a été... Et de la direction arabe israélienne, également des dirigeants israéliens. Mais vous diriez que les Arabes israéliens aujourd'hui s'identifient à la cause palestinienne, ont une identité palestinienne, ou justement qu'il y a une volonté d'être plus côté israélien, de s'identifier, d'avoir une identité israélienne? Les experts aussi entre justement ce qu'on appelait l'israélisation des Arabes israéliens, et aujourd'hui la palestinisation peut-être des Arabes israéliens. On a vu à quel point on a vu le nombre de drapeaux palestiniens brandis lors des manifestations à Kfar Kana et dans cette région donc, du Triangle. Parce qu'il faut savoir que les Arabes israéliens font face à des dilemmes identitaires. Ils sont évidemment partagés entre d'une part la volonté d'être loyaux vis-à-vis de l'État d'Israël, vis-à-vis de leur citoyenneté israélienne. Rappelons qu'ils sont titulaires de la carte bleue, cette carte d'identité israélienne, contrairement aux Arabes de Jérusalem-Est qui, eux, n'en sont pas titulaires. Et puis, ils sont évidemment ils sont dans la compréhension, voire dans la solidarité vis-à-vis du combat de leurs frères en Cisjordanie ou même à Gaza, une solidarité vis-à-vis de l'indépendance de l'État palestinien, la création d'un État palestinien. Ça, c'est le premier point, c'est le dilemme identitaire des Arabes israéliens. Second point, il tient peut-être à la singularité de la démocratie israélienne. La démocratie israélienne n'est pas une démocratie universaliste, même si dans la déclaration d'indépendance, effectivement, Ben Gurion avait promis la parfaite égalité des droits, sans distinction de race, de croyance ni de religion. Mais dans les faits, il faut bien dire que la démocratie israélienne est une démocratie vivace, certainement, mais qui se rapproche quand même de l'ethnocratie, où la part où une part belle est faite à l'ethnie juive, et donc on est quand même loin de la démocratie universelle. Difficile pour un arabe israélien de se reconnaître dans les rites, dans les symboles de l'État d'Israël, un drapeau d'Israélien qui est frappé de l'étoile de David, ou encore les paroles de l'hymne national qui font clairement référence à l'ethnicité juive. Donc on voit bien la difficulté quand même que peuvent ressentir les Arabes israéliens à s'identifier profondément dans l'État d'Israël. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite. Absolument pas d'accord. Justement, je pense que cette présentation était correcte il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la majorité des Arabes d'Israël veulent être israéliens. Ça ne les dérange pas qu'il y ait un drapeau israélien. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont devant un dilemme. On peut quand même se poser la question. Si vous faites le bilan, c'est un épiphénomène selon vous. Oui. C'est très peu de choses. La grève générale, c'est très peu de choses. Faut être lucide. Vous avez montré que les drapeaux qui ont été brandis lors de la manifestation ne sont pas des drapeaux israéliens, ce sont des drapeaux palestiniens. Oui, mais combien y en a-t-il? Vous les avez... Bien sûr, il y a toujours. Difficile à s'identifier clairement avec les Arabes. Sur le plan statistique, sur le plan de l'impact du nombre de personnes qui sont favorables à des positions extrémistes, des positions extrémistes palestiniennes, ils sont très peu.
Ce qu'il y a, c'est que ça pose l'ensemble des Arabes devant un dilemme. Parce qu'ils votent israéliens, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas ne pas donner leur avis, ne pas vouloir un règlement, ne pas vouloir avancer vers un règlement avec leurs frères palestiniens, parce que malgré tout, ils ont des familles, ils ont des liens familiaux, ils ont des cousins, ils ont des oncles, ils ont des relations, bien sûr, mais... On voit bien d'ailleurs la levée de bouclier des Arabes israéliens lorsque Avigdor Lieberman souhaite parle de son transfert d'Arabes israéliens vers l'État, le futur État palestinien. On voit bien effectivement la levée de bouclier. Non, c'est pas un transfert, c'est le renoncement à un territoire. Sur la définition de l'État même d'Israël, qui est défini comme un État juif et démocratique, est-ce que justement cet aspect juif n'est pas cet aspect-là même qui exclut peut-être la minorité arabe israélienne? Non, il y a dans chaque nation une minorité qui domine. Même en Russie, il y a une minorité qui domine. Même en Ukraine aussi. Toutes les nations, c'est comme ça. C'est un problème qu'on ne peut pas... c'est un problème insoluble. Il y a toujours une minorité nationale qui domine. Et aux côtés d'elle, il y a des minorités qui ont tel ou tel statut et qui acceptent ou n'acceptent pas. Non, je crois qu'aujourd'hui, la minorité arabe d'Israël, elle veut faire partie de l'État d'Israël. Parce qu'elle comprend qu'il y a une véritable démocratie et qui n'est pas ethnique. Ils ont quand même une dizaine de représentants à la Knesset, c'est pas par hasard, c'est pas sur une base simplement ethnique. Il y a même un parti communiste arabe d'Israël. Alors, Raphaël Yerushalmi, est-ce que cette minorité arabe israélienne peut être intégrée quand on sait, par exemple, qu'elle est exclue de l'armée, qui est quand même le vecteur d'intégration le plus important en Israël? Voilà, j'allais dire, pour rejoindre les deux opinions, nous attendons des Arabes israéliens une loyauté que nous n'avons rien fait pour mériter. La société israélienne a traité jusqu'à aujourd'hui les Arabes comme des citoyens de seconde classe. Le fait que certains de ces Arabes israéliens soient loyaux à Israël, veulent être israéliens, soient contents de vivre ici, c'est tout en leur honneur à eux seuls. On ne peut pas dire que la société israélienne ait fait quoi que ce soit pour les encourager. Les universités sont ouvertes. L'armée va s'ouvrir, on va en parler maintenant. Mais dans l'ensemble, ce sont eux qui ont fait l'effort. Et nous qui avons fait un très mauvais travail, on ne peut pas aujourd'hui se plaindre de voir une certaine jeunesse ne pas nous adorer, ne pas nous porter au nu. Ceci étant, parmi justement les inégalités flagrantes, il y a le fait qu'un jeune arabe israélien ne puisse pas faire son service militaire, ce qui le discrimine immédiatement lorsqu'il arrive sur le marché de l'emploi. D'autant plus que certains, comme nous l'avons dit, se sentent israéliens et ne voient pas pourquoi ils seraient discriminés. Et aujourd'hui, il y a donc des programmes. Ça a commencé par les Arabes chrétiens, et puis ensuite par les couples mixtes, donc un des parents seulement musulmans. Maintenant, ça s'ouvre, l'armée ouvre ses portes à tous les jeunes musulmans qui veulent servir, encore avec certaines limitations, certaines unités commando ou secrètes dans lesquelles ils ne peuvent pas servir. Mais ça peut vous arriver, même à un juif, s'il a des cousins gauchistes quelque part, ou les critères pour entrer dans certaines unités. Dans la police, justement, Raphaël Yerushalmi, ils ont une place, ils peuvent rentrer dans la police, c'est plus facile, beaucoup plus facile. Beaucoup oui. plus facile que on a en plus beaucoup plus besoin d'eux. On a besoin de gens qui parlent arabe, qui comprennent l'arabe dans la police et qui connaissent la population. Alors on va justement revenir sur l'événement qui a un peu déclenché, en tout cas embrasé la situation à Jérusalem et en Cisjordanie et en Galilée. Ce jeune arabe israélien qui a été tué par des balles de la police israélienne. C'était vendredi soir. J'aimerais avoir votre avis sur la situation. On va revoir un petit peu ce film qui a été relayé par la police israélienne où on voit, voilà, on a les images, on voit ce jeune Israélien tenter d'agresser les policiers à l'intérieur de ce véhicule. Et puis on va le voir dans un instant, les policiers sortir et tirer à bout portant sur le jeune Palestinien. Raphaël Yerushalmi, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces policiers auraient dû agir autrement? Est-ce que ce comportement est condamnable? Voilà, alors il y a une commission d'enquête, donc tout sera en point d'interrogation. La première question est, voit-on sur cette vidéo un avertissement donné à l'arabe qui s'enfuit? D'après le protocole,
il faut soit tirer en l'air, soit avertir et faire quelques pas en criant. Alors là encore, les policiers ont dit qu'ils avaient tiré en l'air, mais on ne l'entend pas dans cette vidéo. On ne le voit pas non plus. Alors est-ce qu'on peut se fier à cette vidéo aussi? Le policier qui sort de... Je ne sais pas d'où vient cette vidéo, mais le policier sort de son véhicule et tire tout de suite. Or, le suspect est déjà en fuite, donc il ne représente plus une menace de mort. Il peut représenter une menace de mort s'il y avait des passants dans la rue, puisqu'il a un couteau, donc il ne va pas attaquer les policiers, mais il peut se servir de ce couteau contre n'importe qui. Il avait l'air un petit peu hors de lui, ce gars. Et le deuxième problème, c'est qu'ils sont 4 dans la voiture. Et lui, il est seul, avec une arme blanche. Ils sont 4 qui sont normalement entraînés à pouvoir neutraliser ce gars solitaire sans tirer. Comme par exemple avec du gaz lacrymogène ou avec... ou même simplement, ils sont entraînés à main nue à pouvoir le maîtriser. Alors selon vous, ici, c'est le comportement des policiers et pas les consignes qui leur ont été données qui sont... Non, parce qu'il y a 2 points importants. La première, c'est qu'il a tiré tout de suite, ok. Il peut considérer... C'est extrêmement difficile, lorsqu'on est en situation sur le terrain, de savoir à quel point on est en danger ou pas en danger. Mieux vaut pas prendre trop de risques. Mais aussi, une fois qu'on a tiré pour se défendre, c'est très facile de dire « tirez-lui dans les jambes ». Quelqu'un est en mouvement, et même à courte portée, il est extrêmement difficile de bien viser. En plus, si c'est un calibre de 9 mm, même si vous touchez la jambe, vous créez un choc dans tout le corps qui peut mener à un arrêt cardiaque. Il a été touché à la haine. Oui, et c'est ça qui a provoqué sa mort. Et puis le calibre fait que si vous avez un gros calibre, même si vous tirez dans un endroit non vital, vous créez un grand dommage. Là où il y a vraiment un vrai problème, à mon avis, c'est après. Une fois qu'il est à terre, qu'il ne représente plus aucun danger, il est malmené. Il est encore vivant. Il fallait soit vérifier ses blessures, et on ne voit certainement pas aucun des policiers appeler une ambulance. Ça, c'était obligatoire. Le type, là, il n'y a plus de controverse. C'est d'ailleurs cela qui a suscité la plupart des critiques. Bien sûr, parce que jusqu'à présent, on pouvait dire, ok, il a mal visé, il était en danger. Mais une fois que la personne est à terre, la conduite des policiers a été violente, une violence gratuite. Ça n'est sûrement dans aucun protocole. Et ce qui est dans le protocole, c'est aide, premier secours immédiat et immédiatement appeler une ambulance. Est-ce qu'ils ont eu peur dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont eu peur et justement qu'ils ont mal su apprécier, gérer cette situation? Je pense que notre débat est stérile. Parce que nous élucubrons, sans partir des faits, que ces faits sont en train d'être examinés par une commission qui a été nommée pour cela. Il y a une analyse de la police, c'est très important. On ne peut pas simplement élucubrer. Et par exemple, vous avez dans votre introduction parlé de plusieurs tirs. Or, il s'avère qu'il n'y en a eu qu'un seul. Non, un tir. Non, pas du tout. Non, c'est ce qui a été la pathologie. Un tir, et pas des tirs en l'air. Il n'y a pas des tirs. Non, je dis qu'un seul tir a été... Ça non plus, c'est pas encore défini. C'est ce que moi j'ai entendu ce matin du pathologue. Donc, c'est quand même différent. C'est pas qu'on a tiré plusieurs fois. Ensuite, la personne qui a tiré, c'était le conducteur. Pas les personnes que vous avez vues sortir par la porte d'eau. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Donc, je propose, tout simplement, de se calmer, d'attendre que les... On veut savoir... je m'excuse, mais sur la vidéo, là, vous n'avez pas besoin d'une commission d'enquête pour voir que la victime est à terre et qu'elle ne représente plus aucun danger. Et qu'elle est traînée dans... Et qu'elle a besoin de soins médicaux. De toute façon, messieurs, on en reparlera. Excusez-moi, à ceci près qu'il faut tenir compte du contexte. Parce que dans le contexte, il y a une foule terminé, je suis désolée. De toute façon, une enquête est en cours. On aura bientôt les résultats. Merci à Raphaël Yerushalmi, Yochanan Manor et Cyril Amar d'avoir été avec nous. Restez avec nous. On revient dans un instant, juste après un court journal. À tout de suite. Merci
Merci d'être toujours avec nous sur le plateau du Morning. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, et le secrétaire d'État américain John Kerry se sont retrouvés hier pour parler des négociations autour du programme nucléaire iranien en compagnie de la négociatrice européenne, toujours Catherine Ashton. Par ailleurs, on pouvait lire ce matin dans le magazine Times britannique que les États-Unis et l'Iran se sont retrouvés à plusieurs reprises pour des discussions secrètes afin de relancer des relations diplomatiques entre les deux pays qui sont, comme vous le savez, au point mort depuis maintenant 35 ans. Alors on va en parler tout de suite avec Christian Mallard par téléphone, consultant en question de politique internationale. Bonjour Christian. Je le disais, ce matin, on a appris que l'Iran et les États-Unis s'étaient vus à plusieurs reprises des discussions secrètes autour de la reprise des relations diplomatiques. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous savez, ça ne serait pas la première fois que les Américains essayent de négocier sur le dos de leurs alliés. Ils ont la tendance quand même des fois à procéder par des interventions unilatérales. Donc il y avait bien eu, au tout début, avant que les rencontres ne soient dites officielles avec Mohammad Javad Zarif et John Kerry, son homologue américain, il y avait bien eu une première rencontre secrète à Oman, où ont lieu aujourd'hui de nouveaux rounds de discussion, et négociations auxquelles participait celui que Barack Obama vient de nommer comme numéro 2 du département d'État pour mieux seconder John Kerry, qui est M. Blinken, Anthony Blinken, qui était le numéro 2 du Conseil national de sécurité. Donc si vous voulez, on essaye de négocier, on voit bien qu'Obama voudrait laisser son nom dans l'histoire en obtenant un accord sur le nucléaire avec l'Iran et faisant en sorte que l'Iran devienne un partenaire fréquentable. Simplement, ça sera très difficile parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'Iran, qui tient encore une fois de plus plusieurs langages à la fois, qui ne respecte pas les visites des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui se plaignent sans arrêt d'avoir des freins qui sont mis à leur visite, pour, par exemple à Arak ou dans les centrales de Fordo, et qui disent aujourd'hui, en effet, il y a des centrifugeuses, les Iraniens en ont 19 000, et les Américains et leurs partenaires disent on pourrait accepter un seuil entre 2 000 et 5 000. Donc il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de freins aujourd'hui à l'obtention d'un accord. Et puis il y a le Congrès américain, et vous le savez, Eleonore, le Congrès américain qui est devenu à majorité républicaine, qui était déjà même du temps où les démocrates étaient majoritaires au Sénat, qui étaient contre ces accords, parce qu'eux sentent qu'on ne peut pas faire confiance aux Iraniens. Donc ça fait beaucoup quand même d'entraves à la possibilité d'un accord. Alors les États-Unis parlent d'un fossé important. On a entendu Barack Obama hier dans une intervention télévisée dire que ce n'est pas sûr que d'ici le 24 novembre on parviendra à un accord. Ce qui bloque principalement, selon vous, c'est les opinions internes, c'est-à-dire républicains d'un côté et peut-être justement des facteurs plus radicaux dans la société iranienne? Oui, vous avez raison, vous avez mis le doigt sur le point important. Il y a d'un côté le Congrès américain, là je l'ai dit très brièvement, où même une majorité de démocrates étaient contre un accord, parce qu'encore une fois, ils pensent que M. Obama va trop vite et qu'on ne peut pas faire confiance aux Iraniens pour toutes les raisons que nous avons maintes fois indiquées. Et puis, il faut voir aussi qu'à l'intérieur du régime iranien, on nous a présenté le président Hassan Rouhani, Mr. Smile, M. Sourire, comme je l'appelle, à des fins de sympathie avec l'Occident pour montrer un signe d'ouverture, mais il y a quand même derrière l'ayatollah Khamenei, qui est quand même le président, le guide de la révolution islamique, avec les pasdarans, les gardiens de la révolution, qui sont quand même des gens ultra radicaux et qui trouvent qu'aujourd'hui les choses n'avancent pas, que les Américains ne lèvent pas les sanctions dont l'Iran souffre, et la population iranienne, et qui se disent, après tout, on va être encore une fois de plus cloués, et qui ne sentent pas aussi la possibilité d'un accord. Donc voilà autant de raisons qui font que le 24 novembre, qui est la date normalement butoir pour obtenir un accord sur le nucléaire, ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Et en même temps, il faut se dire que les Américains vont dire qu'il faudrait peut-être qu'on poursuive encore les négociations, mais chaque fois qu'on dit qu'on poursuit les négociations avec l'Iran, c'est donner davantage de temps à l'Iran pour mieux se préparer à l'obtention de la bombe nucléaire, parce que ça, le temps, ils savent l'utiliser à ces fins-là. Si on ne parvient pas à un accord jusqu'au 24 novembre, est-ce que ça signifie la fin de cette tentative de reprise de relations diplomatiques entre Washington et Téhéran ? Ça sera très difficile, parce qu'on voit bien qu'au-delà du 24, on peut encore prolonger,
Mais pour aboutir à quoi? Puisqu'on voit bien qu'on est quand même dans une impasse. Et puis en même temps, il ne faut pas oublier que les Américains continuent cette guerre contre l'État islamique, mais là, on fait quand même indirectement le jeu de l'Iran, parce que quelque part, on protège Bachar el-Assad, dont on voulait, entre guillemets, la peau, et puis on fait le jeu aussi, en même temps, on soutient le régime irakien pro-iranien, avec ces chiites qui sont au pouvoir à Bagdad, mais là-dessus, les Iraniens laissent faire parce que c'est leur intérêt. Donc vous voyez, il y a autant de choses dont il faut surveiller l'évolution pour les quelques semaines, mois à venir, qui seront très chauds. Merci Christian Mallard. Merci Eleonore. C'était un soir de novembre à Tel Aviv. Il y a 19 ans, une foule rassemblée pour la paix en Israël pour soutenir l'un des hommes capables de faire basculer l'histoire. De balles tirées à bout portant sur l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, le héros de la guerre des 6 jours, mais aussi le Premier ministre qui a signé les accords d'Oslo. Et puis le récent prix Nobel de la paix tombé sous les balles d'un juif israélien d'extrême droite. On a tiré sur Rabin, extrait de ce sujet signé Yael Gatton pour i24 News, que vous pourrez retrouver dans son intégralité dans l'émission Reportage. Regardez. Bonsoir à tous depuis nos studios à Jérusalem. Nous venons de l'apprendre il y a une demi-heure après un rassemblement de solidarité à Tel Aviv. Le Premier ministre Yitzhak Rabin a été victime d'une tentative d'assassinat. L'homme qui a tiré sur le Premier ministre est Yigal Amir d'Herzliya, un célibataire âgé de 26 ans. D'après nos informations, il était proche du mouvement Eyal d'extrême droite. Je me souviens de tout ce que j'ai dit au présentateur. Le présentateur en studio était Yaakov Elon. Je lui ai dit « Yaakov, cela fait des années que je travaille dans le journalisme, Yaakov. Jamais je ne me serais imaginé que je vous annoncerais ça. Je ne m'imaginais pas, mais c'est ce que nous avons appris ici. Toute cette agitation derrière moi. Toute cette agitation derrière moi, c'est sans importance. Sans importance. » Shimon Sheves est sorti, il m'a attrapé et il m'a murmuré à l'oreille. C'est fini. Il est parti. Ensuite, toute cette saga a commencé. Cette nuit-là, nous avions cessé d'être des enfants. C'est un rare moment de convergence entre sa propre vie privée et sa vie de citoyen. Avec le sentiment que le seul maître à bord a disparu à jamais. Repose en paix. Pense à nous. Languis-toi de nous. Parce que nous, ici-bas, t'aimons très fort. Voilà pour l'extrait de ce sujet réalisé par Yael Gatton que vous pourrez retrouver dès ce soir dans l'émission Reportage, juste après le Grand Direct et bien sûr sur notre site internet en rediffusion. Bonjour Bessavé. Bonjour Eleonore. On va passer par les 5 clics que vous nous avez préparés, 5 clics, 5 infos. Et on commence avec l'Espagne et ce référendum. Bessavé. Exactement, ce référendum qui n'en est pas vraiment un, finalement, plutôt une consultation alternative dans laquelle les Espagnols ont soutenu Artur Mas, le président de la région catalane, titre El País. Alors les chiffres, plus d'un tiers de participation des électeurs potentiels, plus de 80% d'entre eux favorables à ce que la Catalogne soit un État et indépendant. Et on vous propose d'écouter justement le président de la région Catalogne qui se félicite. Étant donné les conditions dans lesquelles nous avons dû organiser cette élection, c'est un chiffre réellement impressionnant. Cette journée en Catalogne aurait pu avoir un résultat normal, bon ou très bon. Ça a été un succès total.
Voilà, alors la Catalogne qui défie. Madrid nous dit à l'étranger la Repubblica italienne, même si le quotidien rappelle qu'il s'agit donc d'un vote symbolique. On rappelle que le gouvernement l'a jugé illégal, que la Cour constitutionnelle l'a jugé inconstitutionnel. C'est d'ailleurs l'après-vote, nous dit le journal, qui sera décisif quand Arturo Mas va envoyer cette fameuse lettre demandant au gouvernement des négociations après les blocages des derniers mois. Un défi à Madrid aussi pour le Figaro en France qui parle de vrais faux référendums. D'ailleurs, dans les prochains jours, Mas va demander au gouvernement un vrai référendum. Cette fois-ci, le gouvernement espagnol qui s'est toujours dit disposé à la négociation mais n'a jamais concrétisé cette affirmation, nous dit le Figaro. Allez, direction le Moyen-Orient, on va s'intéresser à la Jordanie qui ne voit pas d'un très bon œil la montée en puissance de Daesh. Alors la Jordanie qui, face à l'approche de l'État islamique, collabore, on le sait, sur le plan sécuritaire avec la coalition occidentale, mais ça ne suffit pas, ou en tout cas plus. Du coup, le pays compte bien utiliser les représentants du culte musulman comme sa force contre l'État islamique et même faire pression, s'il le faut, sur les 5000 imams pour qu'ils modèrent leurs propos. Alors concrètement, le ministre jordanien aux affaires islamiques a commencé à convoquer des centaines de représentants religieux en leur demandant de prêcher un islam modéré. C'est ce que nous raconte le reporter du Washington Post. On note un clair changement de politique puisque jusqu'alors, la Jordanie préférait laisser au contraire un espace de parole même aux islamistes d'Al-Qaïda, les plus radicaux, les surveillant de près. Donc une nouvelle tactique à suivre. On reste au Moyen-Orient, vous nous parlez d'un chantier pharaonique. Oui, un chantier qui se trouve à Abu Dhabi qui décidément c'est un peu l'Eldorado de la culture avec dernièrement déjà un festival international de cinéma. Alors c'est celui désormais du futur musée du Louvre Abu Dhabi sous l'égide du Louvre donc pour un grand musée qui se veut universel. Alors le projet avait été au début très critiqué mais alors là ça y est, les reporters y sont. Le correspondant du Monde nous raconte les 7 grues, les casques, les gravailles pour cause le chantier devrait être terminé fin 2015. Alors là, dans un an, vous aurez un immense moucharabier de 7000 tonnes qui sera garni de 9 épaisseurs de panneaux métalliques, dont toutes en grand, évidemment. Et alors dedans, en plus, ça continue la folie des grandeurs avec la collection qui se peuple tranquillement. Monet, Gauguin, Magritte. Attention, à raison de 40 millions d'euros par an dépensés en acquisition depuis 2008. C'est bien plus que n'importe quel musée français, nous dit Le Monde. Alors d'ailleurs, les Émiriens ne se sont jamais montrés chiches. Ils ont offert 800 millions d'euros au musée français pour monter l'opération. Évidemment, ça fait un énorme boom dans le budget français du ministère concerné. On l'imagine. Et puis un autre chantier, celui du 3e métro de Rome. Celui-là, il est terminé. Oui, alors là, on est loin de la folie des grandeurs d'Abu Dhabi, donc 3e métro qu'on attendait depuis longtemps. Alors en Italie, ce ne sont pas les mêmes investissements, ce n'est pas non plus la même efficacité. On a beau aimer l'Italie en général, ça ne marche pas. D'ailleurs, la Stampa écrit que ce premier métro sans conducteur s'est déjà arrêté en panne. Les voyageurs ont dû descendre, ça a duré plus de 10 minutes. Alors évidemment, ça a été un peu un flop. Et pour preuve qu'il surprend ce 3e métro, il y avait toute une foule qui était venue regarder, une foule qui s'attroupe et un jeune qui lançait d'ailleurs à côté du journaliste italien. On a finalement l'impression d'être dans une capitale européenne, comme quoi c'était même pas venu à l'idée des Romains qui pouvaient être comme les autres. Quant à l'homme qui, lui, était venu prendre vraiment ce métro par nécessité et a mis son vélo de côté, il espère, un peu sceptique, que tout se passera bien, d'autant qu'il raconte le chantier a commencé quand il était gamin encore. Voilà, ça vous donne une certaine idée. Allez, comment se quitter sans prendre des nouvelles de Nabila Bessabé? Voilà, alors un petit backup pour tous ceux qui ont effectivement regretté que le Morning ne leur raconte pas les nouvelles de Nabila ce week-end. Alors je vous rappelle qu'elle a été mise en examen, écrouée pour tentative de meurtre. Elle aurait blessé son compagnon au couteau. Alors je vous rassure, cellule VIP en prison et en attendant de savoir si Nabila est finalement coupable ou non de meurtre. Le Nouvel Obs se penche sur l'histoire et se demande est-ce que c'est la faute à la télé-réalité? Rend-elle fou? Alors dont elle réplique tout de suite, le Nouvel Obs réplique Nabila, ce n'est pas une star. Et là, autre coup de poignard de l'histoire, je cite, c'est précisément d'avoir cru qu'elle était une star qu'elle souffre le plus, un peu comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Elle a fini par croire qu'elle était une star comme Bardot ou Adjani alors qu'elle n'était qu'une image. Et justement, c'est sûrement parce que le personnage est étrange, voire borderline, nous dit le Nouvel Obs, que Nabila a été remarquée par les responsables de casting. En fait, Nouvel Obs nous explique que c'est ça qui leur plaît, c'est pour ça qu'on arrive à des drames que d'ailleurs
Voilà, pour preuve, les plateaux de réalité, c'est très violent, j'en perds mon bic, voilà. Merci beaucoup, Bethsabée Salem. À suivre, c'était il y a 25 ans, et la chute du mur de Berlin signait la fin d'une page de l'histoire, celle de la guerre froide, des régimes communistes et du rideau de fer. 25 ans après, les Berlinois, vous allez le voir, ont célébré. On retrouve dans un instant notre envoyé spécial sur place, Julien Baloul. Mais avant, place au journal. Dernière partie du Morning, il est 9h42 à Tel Aviv et nous sommes en compagnie de Laetitia Loreni. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et de Rudy Saada. Bonjour Rudy. Et on commence avec vous Rudy. Vous allez nous dévoiler ce plan du guide suprême iranien Khamenei, un plan pour détruire Israël. Hein. Oui, on le sait, hein, quand les Iraniens veulent s'adresser à la communauté internationale, à l'opinion internationale, les dirigeants iraniens utilisent généralement leur compte Twitter en anglais. Alors c'est le cas du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, dont le compte n'est pas tout à fait officiel, mais on sait qu'il est géré par son équipe de communication. Alors vous l'avez dit Léonore, c'est bien un plan en 9 points, un plan que l'on voit, qui a été publié hier sur son compte Twitter, où il explique pourquoi et comment il faut éliminer Israël de la carte pour, je cite, arrêter les crimes israéliens et éliminer ce faux État sioniste. Alors il s'agit, je cite encore, d'un mécanisme pratique et logique qui a été présenté déjà à la communauté internationale, hein, selon ce qui est écrit, mais rassurez-vous, le guide suprême précise qu'aucun massacre d'Israéliens n'est au programme pour détruire Israël. Il prône plutôt pour un référendum qui engloberait, je cite, tous les habitants originaux de Palestine, y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs, où qu'ils se trouvent. Et à l'issue de ce vote, le nouveau gouvernement de Palestine déciderait si, je cite encore, les immigrants juifs qui se sont installés en Palestine peuvent rester dans le pays ou doivent retourner dans leur pays d'origine. C'est très simple, il suffisait d'y penser. Ouais. C'est fiable quand même, ce compte. C'est pas un compte officiel réellement. Non, mais c'est un compte qui reprend son site officiel, qui lui est officiel, khamenei.ir. Et donc voilà, on a, c'est vraiment c'est sa communication qui le tient, bien qu'il n'y ait pas le tampon Twitter, mais les mêmes contenus sont sur le compte et sur le site, c'est assez fiable. Comment il vérifie si c'est officiel ou pas, enfin, ce tampon Twitter? Alors il le vérifie avec la personne même qui donne un agrément pour avoir ce fameux petit tampon bleu pour dire que c'est vraiment son compte. Bon, à part Khamenei, il faut aussi faire attention à vos webcams apparemment, c'est le message que vous êtes venu nous dire ce matin. Alors on a tous sur notre ordinateur désormais une petite webcam, mini caméra qui nous permet de communiquer d'ordinateur à ordinateur avec l'image, avec la vidéo, mais avoir une webcam n'est pas sans danger. C'est Slate qui nous parle de ce site trouvé par le blog The Motherboard qui répertorie, donc c'est un site qui répertorie 73 000 caméras en direct partout à travers le monde, dont plus de 3000 en France. L'idée, c'est de sensibiliser les internautes à un simple constat. Si votre webcam n'est pas protégée, eh bien, il est très facile pour n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être un hacker, d'utiliser un petit logiciel très simple pour y accéder et donc vous espionner. Le créateur du site, qui reste anonyme, dit que, que seule cette initiative peut démontrer l'ampleur de ce problème. Bon, d'accord, mais une fois que l'on a conscience de ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire est très très simple, c'est de changer le mot de passe de votre webcam, car en effet chaque webcam a un mot de passe par défaut, on ne le sait pas toujours, un mot de passe que l'on change presque jamais, sauf si on est geek, et donc attention à votre webcam, Big Brother is watching you. Même la webcam qui sont incrustées dans l'ordinateur? Absolument, absolument. Oui, Big Brother. Et il y a 37 000 exemples de webcams partout dans le monde qui ne devraient pas être vus et qu'on peut voir sur ce site. Allez, on part en Normandie avec une manière très originale de payer ses impôts qui fait le buzz. Hein. Oui, il a voulu faire le buzz, il s'appelle Valentin et pour se faire remarquer, il voulait protester contre le poids des impôts. Eh bien, il habite en Basse-Normandie. Il a présenté ce chèque au Trésor public la semaine dernière, un chèque en carton de 2 mètres et il a mis cette image sur Facebook en seulement 24 heures. La photo de Valentin posté sur les réseaux sociaux a été vu plus de 130 000 fois et partagé par plus de 3000 personnes. Il faut quand même savoir que les impôts ont été obligés d'accepter ce chèque puisque la loi stipule que vous pouvez mettre votre chèque sur un papier libre avec donc toutes les inscriptions qui étaient dessus et donc ils ont dû encaisser ce chèque de 1 300 €. Il peut être encaissé ce chèque? Absolument, c'est un papier libre. Alors il n'est pas stipulé, est-ce que le papier libre doit faire 10 cm ou 2 mètres, donc il a décidé que son chèque ferait 2 mètres et pour lui c'était une manière de protester. Il a voulu
voulu faire le buzz et donc il a réussi son bonne petit façon d'embêter les services des impôts. Allez, c'était hier les célébrations de la chute du mur de Berlin et vous avez sélectionné une série de photos qui mélangent un peu photos d'époque et photos modernes. Absolument, et c'est même à nous, les internautes, de faire le mélange. L'initiative, on la doit au Huffington Post qui a eu la très bonne idée pour le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin de publier une série de 25 photos d'hier et d'aujourd'hui prises au même endroit avec le même angle et donc de nous proposer de faire bouger la petite molette avec notre souris, de faire bouger cette ligne du temps. Alors on a vu la porte de Brandebourg le 10 novembre 89 aujourd'hui, et là on remonte plus loin dans le passé avec cette visite du président américain Kennedy, c'était le 26 juin 63 devant le célèbre Checkpoint Charlie, devenu depuis, et on le voit, un McDonald's et une attraction touristique un peu plus tard. Alors on trouve aussi des photomontages comme celui-ci, un mélange d'images de 2014 et de 61, on voit une partie du mur érigée par des soldats français et on voit aujourd'hui ce que c'est devenu. Et puis peut-être l'image la plus symbolique de cette série, c'est cette femme qui en 1980 regarde le mur de Berlin le long de la rivière Speer, et si on bouge le curseur, et bien 35 ans plus tard, le symbole est là puisque le mur a été remplacé par un pont. Voilà, c'est une plongée assez fascinante dans l'histoire, et c'est aussi une façon de se rendre compte de la transformation de la capitale allemande. De la capitale allemande. C'était donc, justement, vous le disiez, il y a 25 ans, dans la nuit du 8 au 9 novembre 1989, des dizaines de milliers de Berlinois ont enfin pu franchir ce mur de la honte, symbole de la fin du rideau de fer, de la fin de la guerre froide, mais aussi de la fin des régimes communistes, et un symbole douloureux de familles détruites pendant ces 28 années. On regarde ça tout de suite, on en parle juste après. Il y a 25 ans, jour pour jour, l'Allemagne tournait une page de son histoire. Il y a 25 ans, jour pour jour, le mur de Berlin, symbole de la guerre froide, tombait. Aujourd'hui, en lieu et place des 155 km de béton surmontés de 302 miradors, des ballons lumineux. C'est assez étrange, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre, mais nous sommes tous totalement habitués à ça maintenant. Mais en tant que natif de Berlin-Ouest, c'est encore étrange d'aller de l'autre côté, et ça a énormément changé, surtout ce quartier. Quelquefois, ça n'a vraiment rien à voir avec Berlin. Les festivités ont débuté tôt dans la matinée dans la chapelle de la Réconciliation. La chancelière allemande Angela Merkel a ensuite pris part à la grande fête populaire où un orchestre classique et d'anciens dissidents politiques se sont partagés la scène. Contrairement à la commémoration du 20e anniversaire de la chute du mur, aucun chef d'État n'a été convié. Les citoyens allemands sont les maîtres d'honneur de ces cérémonies, placées sous le signe du courage de la liberté. Ce n'était pas comme les gens qui venaient de l'Est qui étaient emprisonnés, mais les gens de l'Ouest étaient bloqués à l'extérieur et nous n'avions pas non plus la chance de quitter Berlin comme on voulait en contournant. Entre 1961 et 1989, près de 600 personnes ont trouvé la mort en essayant de franchir le mur. Aujourd'hui, près d'1 million d'Allemands et d'étrangers sont venus leur rendre hommage. Voilà, on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial sur place à Berlin, Julien Balloul. Julien, bonjour. Vous avez pu assister hier soir aux célébrations. Oui, c'était des cérémonies qui étaient très émouvantes. On l'entendait d'ailleurs dans votre reportage, parce que d'abord, il y a eu des morts pour cette période, des familles divisées, comme le disait votre récit. Et c'est vraiment à ces personnes-là que l'Allemagne rendait hommage avant, évidemment, de se recueillir et de fêter une Allemagne réunifiée. C'était aussi se souvenir des personnes qui ont perdu la vie dans cette période de l'histoire sombre de l'Allemagne. Vous savez également, c'est une date symbolique, c'est le 9 novembre en Allemagne, parce que c'est le 76e anniversaire également de la nuit de cristal. Donc tous ces événements en même temps ont une énorme charge symbolique et émotionnelle en Allemagne. Il y avait des écrans géants partout dans la ville où les habitants s'asseyaient et regardaient des vidéos historiques. Et vraiment, c'est impressionnant de voir des jeunes et des moins jeunes, des personnes âgées, des personnes de tout âge qui s'asseyaient et qui regardaient ces vidéos historiques, qui regardaient en face le passé de leur pays. Nous avons assisté donc à la principale cérémonie hier soir où il y avait des centaines et des centaines de milliers de personnes. C'était impossible d'avancer en ville, il n'y avait plus aucune rue ouverte. On ne pouvait pas avancer d'un pas en avant. Nous étions dans les estrades réservées à la presse, donc nous avions une vue d'ensemble sur la foule et c'était
impressionnant à voir. Il y a eu ce feu d'artifice et ces ballons donc qui ont été lâchés puisque le parcours du mur de Berlin a été tracé par des ballons blancs éclairés sur toute la ville, sur une quinzaine de kilomètres, sur le tracé exact du mur de Berlin. Et il y a eu l'orchestre qui a joué l'hymne à la joie de Beethoven et sur quelques notes de Beethoven, les ballons se sont envolés pour symboliser la chute du mur de Berlin. Une atmosphère tout de même festive malgré la charge symbolique, vous l'avez dit, de cet événement. Merci beaucoup Julien Baloul en direct de Berlin. 25 ans qui ont donc marqué l'histoire, mais qui ont aussi marqué le cinéma. Et c'est ce dont on va parler avec vous, Laetitia Loreni. Tout à fait. Eh bien, moi, déjà, j'ai envie de dire, c'est une histoire qui me passionne. Et qui passionne, bien évidemment. Enfin, je veux dire, maintenant que c'est fini, maintenant qu'on peut en parler rétrospectivement, c'est quand même absolument incroyable. Tout ce qu'on peut d'ailleurs créer autour de l'histoire de la chute, du mur de Berlin lui-même, et ensuite de la chute du mur de Berlin. Ça donne un sacré nombre de films, bien évidemment. Certains d'entre eux excellents. Les plus grands réalisateurs se sont penchés sur le sujet. Alors d'abord, cette semaine, puisque c'est l'actualité, eh bien, évidemment, on a un film qui sort en salle sur la chute du mur de Berlin. Ça s'appelle De l'autre côté du mur. C'est de Christian Schwocho. C'est donc sorti le 5 novembre. Et ça se situe dans les années 70. On est dans un camp de transit pour les transfugés de l'Est. Et à travers le destin d'une jeune qui a fui l'Est, ce film met le doigt sur la paranoïa. On va regarder ça tout de suite en image, on en reparle juste après. Ich vertrete hier die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie haben die DDR verlassen. Warum? Ach, das sind ganz persönliche Gründe. Keine politischen Gründe? Nein. Die Briefe? Sie brauchen wirklich ins freie Feld einstempeln, dann sind Sie Bundesbürger. So viele? Genau 12, junge Frau. Wie lange bist du schon hier? 2 Jahre. 2 Jahre? Sie brauchen erst einen Stempel. Ohne Papiere ist da nichts zu machen. Entweder du bist gleich wieder weg, oder du bist hier gefangen. Donc voilà, je parlais donc de la paranoïa puisque chacun pouvait être espion. Hein. On avait un petit peu des doutes sur la qualification de chaque personne. D'ailleurs, la CIA se comportait presque comme la Stasi, aussi intrusive que la Stasi à l'époque, qui était la police politique allemande. Hitchcock, lui aussi, a mis le doigt sur cette paranoïa à l'époque, avec son film Le rideau déchiré. C'était avec Paul Newman. Alors j'avais cherché quelques images juste pour vous montrer les jolis yeux bleus de Paul Newman. Voilà, elles sont là, qui nous manquent. Donc voilà quelques images de ce film. Hitchcock était très très déçu de son film. D'ailleurs, il n'a même pas voulu apparaître dans sa bande-annonce. Donc c'est assez étrange, mais bon, c'est quand même un témoignage du cinéma américain où là, Paul Newman incarnait un scientifique est-allemand qui partait en Est-Allemagne, qui en fait venait espionner pour finalement retourner vers le monde libre. Donc voilà pour les films d'espionnage sur l'histoire du mur de Berlin. Alors justement, on a l'impression que c'est surtout la Stasi, les services secrets et cette structure un peu qui fascine et qui inspire ces réalisateurs, plus que l'Allemagne et la société Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Ou alors la chute du mur elle-même. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'intéresse à avant la chute du mur de Berlin, jusqu'à ce que finalement, vous m'en parlez tout à l'heure, je sais que c'est un film que vous avez beaucoup apprécié, tout comme beaucoup d'autres personnes. Eh bien, c'est Goodbye Lénine qui lui a marqué, qui a tourné la page, on va dire, par rapport au cinéma qui traite cette histoire du mur de Berlin. Goodbye Lénine, c'était c'était assez original, puisque c'était ce jeune garçon qui, en fait, sa mère va tomber dans le coma au moment où le mur de Berlin tombe. Du coup, bien, quand elle va se réveiller, le mur de Berlin est tombé, tout a changé. Le problème, c'est que son cœur est très faible, elle est très fragile, et que si elle a encore un choc émotionnel, elle va y passer. Donc du coup, il va recréer tout l'univers de la RDA de l'époque. Un scénario très original. C'était un film de Wolfgang Necker, pour pas écorcher le nom. C'était extrêmement bien pensé. On en regarde quelques images si on a le temps. Mutter schlief weiter. Schade, dass sie von all das nicht mitbekommt. Ja, ist vielleicht auch besser so. Alles, woran sie glaubt, hat sich in ein paar Monaten in Luft aufgelöst. Hörst du mich? Bis ihre Mutter aufgewacht ist, kommt ein Wunder gleich. Und wenn ich das sage, dann meine ich jedwede Aufregung. Das hier? Das Problem ist, sie hat ja von der Wende nichts mitgekriegt. So,
Der ganze Krempel muss hier raus. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Mama muss das Zimmer genauso vorfinden, wie es verlassen hat. Ist das Glas auf der Sicher gar nichts verändert hier. das Korn Das soll sich auch schon verändert haben. muss es deine Mutter sagen. Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Und wir lieben dich alle. Was ist denn das? Es wird schon seine Richtigkeit haben. Ich weiß auch nicht, was die Genossen da wieder... Was ist eigentlich passiert in den 8 Monaten, die ich verschlafen habe? Vous l'avez vu, Rudy? Non, ça donne très envie de le voir. Je l'avais loupé à l'époque. Par contre, j'avais vu La vie des autres, qui était un magnifique film. Un super film qui a été oscarisé. Hein, qui a été pour le meilleur film étranger, c'était en 2008, il me semble. En tout cas, pour finir cette chronique sur les films sur le mur de Berlin, eh bien, Paul Greengrass, qui est en fait le réalisateur de La Vengeance dans la peau avec Matt Damon, qui d'ailleurs va renouer avec Matt Damon très rapidement, ben lui, il veut adapter un fait réel qui était situé en 1989, justement peu avant la chute du mur de Berlin. Ça serait une histoire vraie d'Allemands de l'Ouest tentant de faire passer leurs proches de l'Est sous le mur de Berlin. Ça s'appellerait The Tunnels. On pense à un remake puisqu'il y a déjà eu un film qui a été fait qui s'appelait Le Tunnel sur la même histoire. Merci beaucoup Laetitia Merci. Morelli. Merci à vous Rudy Saada et merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous même heure, même endroit demain pour un tout nouveau morning. En attendant, restez avec nous. Plus d'infos à suivre tout de suite sur i24 News.